Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au module d'analyse du comportement dynamique des éléments de base, tels que l'élément d'ordre 1, l'élément d'ordre 2, mais aussi les éléments d'ordre quelconque. Nous intéresserons aussi à la manière dont on peut aborder la notion de mode dominant et de pôle associé, qu'on appelle donc pôle dominant. Et enfin, donc, on regardera l'onglet identification, sous lequel on va retrouver des exercices dont le but est d'identifier la fonction de transfert d'un élément, par exemple du premier ordre, à partir de réponses fréquentielles ou temporelles, suivant le cas. Voilà. Donc, avant de commencer à parcourir ces différents onglets, je précise que j'ai retenu pour la charte graphique deux couleurs. La couleur bleue pour tout ce qui est relatif aux données, donc les éléments qu'on va pouvoir saisir au moyen de l'interface, et tout ce qui est en rouge, donc qui correspond aux résultats qui vont être donnés par l'application. Donc là, nous sommes dans l'onglet ordre 1, donc correspondant à l'analyse de l'élément d'ordre 1. Je rappelle ici la fonction de transfert d'un tel élément, K sur 1 plus TS, où K correspond au gain de la fonction de transfert et T donc à la constante de temps. Je précise que la variable de Laplace ici est notée S, c'est la notation internationale et non pas P. L'idée donc maintenant, ça va être de faire varier ces paramètres, donc le gain à la constante de temps, et analyser le comportement par rapport à la variation de ces paramètres de l'élément. Pour faire varier ces paramètres, on dispose de curseurs que vous avez sur la gauche de l'écran. Donc, on pourra faire varier la valeur de K en jouant sur le curseur. Même chose pour la constante de temps. En dessous, vous avez un bouton rotatif qui va nous permettre, dans le cadre d'une analyse ou d'une réponse harmonique, de faire varier la pulsation du signal d'excitation, donc la pulsation du signal sinusoïdal que nous aurons en entrée. Maintenant, concernant l'affichage, on pourra afficher donc la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle. Je rappelle que la réponse indicielle, c'est la réponse à un échelon d'amplitude l'unité, la réponse à une rampe de pendule unitaire, la réponse harmonique, la réponse fréquentielle. Là, on a retenu que le diagramme de Bode. Et enfin, donc une réponse harmonique associée donc à un diagramme de Bode, ce qui permettra de faire le parallèle entre les deux. On peut bien sûr, en cliquant sur toutes, afficher l'ensemble des réponses. Donc c'est le cas de la figure qui apparaît maintenant à l'écran. Donc on retrouve la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle, la réponse à une rampe, la réponse harmonique, le diagramme de Bode avec le diagramme d'amplitude et le diagramme de phase. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on peut isoler chacune des réponses. Donc la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle, la réponse à une rampe, la réponse harmonique, le diagramme de Bode, et la réponse harmonique associée donc à un diagramme de Bode. Voilà. Maintenant, je peux faire varier, comme on l'a vu au moyen d'un curseur, le gain. Donc, par exemple, passer à 4. Et donc la courbe est automatiquement mise à jour, ainsi que le champ que vous avez ici à droite du curseur. Mais pour faire varier le gain, je peux saisir la valeur via ce champ. Donc, par exemple, revenir à 1 en validant. Donc le curseur est mis à jour, et la figure aussi. Même chose concernant la constante de temps, je peux mettre par exemple 2 ici, ou bien agir sur le curseur. Voilà. Et les figures sont directement mises à jour. Concernant maintenant la pulsation, en agissant sur le bouton rotatif, je vais pouvoir faire varier la fréquence d'excitation de mon signal. La figure est directement mise à jour. Pour chaque valeur saisie, l'application calcule la fonction de transfert correspondante. Donc ici, f est égal à 1 sur 0,7 s plus 1. Voilà. Maintenant, concernant les figures. En haut à droite de chaque élément, donc diagramme de Bode par exemple, réponse harmonique, vous avez un petit menu ici, avec une maison, loop moins, loop plus, une petite main
et puis une petite note. Alors, la maison permet d'afficher l'affichage initial, c'est-à-dire celui que vous avez à l'écran en ce moment. Maintenant, si je veux faire un zoom, il y a deux possibilités. Soit je modifie l'échelle des abscisses, soit je modifie l'échelle des ordonnées, ou encore je peux zoomer sur une fenêtre. Voilà. Pour revenir à l'affichage initial, du coup, je vais cliquer sur la maison. La petite main va permettre de déplacer la courbe dans la fenêtre. Donc là, hop, même chose, elle affiche les courbes initiales. Et les notes, ici, donc, va permettre, comme un curseur, hein, d'afficher en fait les coordonnées d'un point. Donc là, sur la courbe bleue, mais aussi hein, sur la courbe rouge. Donc on pourra utiliser par exemple ça pour identifier la pente, par exemple, ici, sur le diagramme d'amplitude. Donc là, par exemple, sur une décade. Donc là, je suis à moins 17. Peut-être que hop, je déplace un peu. Voilà. Tac, ma courbe. Et puis là, hop, à 100, je suis à moins 37. Hein. Donc on a bien une pente de moins 20 dB par décade. Caractéristique donc de l'élément du premier ordre. Concernant le déphasage, là, bien sûr, on voit aussi qu'on déphase hein, jusqu'à moins 90, hein, ce qui est caractéristique aussi du premier ordre. Donc voilà pour les différents éléments. Alors maintenant, à chacun de voir sur quelle réponse eh bien, vous souhaitez travailler, quels sont vos objectifs dans le cadre de l'analyse du comportement de ce genre d'éléments. S'agissant maintenant de l'ordre 2, l'interface est structurée exactement de la même façon. Là, je peux être, par exemple, pour un élément d'ordre 2 de gain unitaire, de coefficient d'amortissement 0,7 et de pulsation propre non amortie égale à 10 radians par seconde, eh bien, je retrouve les différentes réponses. De la même manière, je vais pouvoir, dans le cas d'une réponse harmonique, faire varier la pulsation d'excitation. Et puis, vous avez le calcul pour chaque valeur du paramètre, le calcul de la fonction de transfert qui s'affiche ici dans le bloc rouge. On peut, là encore, isoler la réponse impulsionnelle, indicielle, une rampe, harmonique, réponse fréquentielle, harmonique et mode. J'ai rajouté la carte d'épaule. Il est possible d'afficher la carte d'épaule. Donc là, on retrouve en rouge l'épaule associée à la fonction de transfert du second ordre, hein, deux pôles conjugués. Voilà. Donc là, la structure est exactement la même que précédemment, hein, que pour l'ordre 1. Je rappelle ici la fonction de transfert. Donc K sur 1 plus 2Z sur oméga n S, plus 1 sur oméga n au carré, S au carré. Maintenant, concernant l'ordre quelconque. Alors, dans cet onglet, on ne va pas pouvoir faire varier les paramètres en utilisant des curseurs, mais il faudra saisir les coefficients correspondant au polynôme du numérateur et les coefficients correspondant au polynôme du dénominateur. Il y a aussi possibilité de prendre en compte un retard hein, en saisissant la valeur du retard dans ce champ. Attention ici, les coefficients sont ordonnés, donc on part des coefficients associés au monôme d'ordre le plus élevé vers l'ordre des monômes les moins élevés. Donc par exemple ici, j'ai une fonction de transfert d'ordre 2. Quand on fait le calcul, eh bien, la fonction de transfert est celle-ci, 1 sur S au carré plus S plus 1. On retrouve donc les différents coefficients, donc 1, 1, 1. Si là, je change le premier, enfin ou le dernier coefficient, donc la constante, 2. Voilà. Donc quand je fais le calcul, on a modifié hein, la fonction de transfert. Donc attention aux coefficients en fait que l'on change. Voilà, si j'ajoute un retard, il intervient ici hein, dans l'expression de la fonction de transfert hein, sous le terme exponentiel. Voilà. Et donc la même chose, on va pouvoir tracer la réponse impulsionnelle de l'élément, indicielle, réponse à une rampe, harmonique, fréquentielle, etc. De la même manière.
Donc on va pouvoir travailler sur n'importe quel élément en fait. Ça peut être un premier ordre généralisé, ça peut être un intégrateur, ça peut être n'importe quelle fonction de transfert. Maintenant, s'agissant des modes dominants. Donc ici, dans cet onglet, j'ai considéré le produit de deux fonctions de transfert, F1 et F2, qui peuvent être d'ordre quelconque. Et le produit de ces deux fonctions de transfert, ce sera F1. Donc là, la saisie des fonctions de transfert se fait comme tout à l'heure, donc à partir des coefficients des polynômes au numérateur et au dénominateur. Donc là, par exemple, j'ai deux fonctions de transfert, F1 et F2, ici une fonction de transfert d'ordre 1 et ici une fonction de transfert d'ordre 2. Je fais le tracé. Voilà. Donc là, la figure a été mise à jour. Concernant les résultats, donc on obtient dans l'interface les pôles. Alors les pôles de la fonction de transfert F1. Donc on retrouve le pôle associé à l'élément du premier ordre et le pôle associé à les pôles associés à la fonction de transfert du second ordre. Au niveau des figures maintenant, en bleu, alors la charte graphique est respectée, donc en bleu ce qui est donné et en rouge le résultat. Donc en bleu, ici, en trait continu, on retrouve la fonction de transfert du premier ordre. En pointillé, la fonction de transfert du second ordre. Et en rouge, eh bien, le produit des deux fonctions de transfert précédentes. Alors maintenant, pour cette notion de mode dominant, je vais considérer le premier ordre et lui associer une constante de temps très grande, par exemple 100. Et je trace. On constate alors que la courbe rouge, donc le résultat du produit, se superpose à la courbe bleue continue, qui était en fait la réponse indicielle de l'élément du premier ordre. Maintenant, si au lieu d'avoir une constante de temps au niveau du premier ordre très très grande, j'en mets une très très petite, donc 0,01. Je trace. Eh bien, on s'aperçoit que la courbe rouge va venir se superposer à la courbe en pointillé. Donc la courbe en pointillé bleu, qui était en fait la réponse indicielle du second ordre. Donc à travers ces deux petites simulations, eh bien, on fait apparaître le mode dominant, c'est-à-dire que dans le cas qui est affiché ici, le mode dominant sera celui de l'élément du second ordre. Et donc, l'élément qui aura la plus grande constante de temps va prendre le dessus sur les autres éléments. Si on analyse maintenant les pôles associés, on s'aperçoit que les pôles ici de l'élément du second ordre sont très proches de l'axe des imaginaires par rapport au pôle réel ici relatif à l'élément du premier ordre. Et donc le mode dominant va correspondre en fait aux modes pour lesquels les pôles seront le plus proches de l'axe des imaginaires. Si je reprends la simulation précédente, donc avec une constante de temps très grande, on va s'apercevoir à l'inverse que ce sera le pôle réel, donc associé au premier ordre, qui va se rapprocher de l'axe des imaginaires. Voilà. Cela étant très éloigné. Donc plus la constante de temps va être grande, et plus on va pouvoir mettre en évidence la présence d'un mode dominant, ce qui va nous permettre de simplifier les fonctions de transfert et donc de simplifier les calculs. Par exemple ici, on avait une fonction de transfert du troisième ordre. Or, compte tenu de l'affichage qu'on a sous les yeux, finalement, le comportement est celui d'un premier ordre. Donc on va pouvoir simplifier la fonction de transfert, ce qui va faciliter grandement les calculs. Alors pour terminer la présentation des différents onglets, on peut maintenant passer à l'onglet identification. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, cet onglet va permettre, à travers de petits exercices, d'identifier une fonction de transfert à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle. Alors, prenons l'exemple, le premier exemple. Donc je vais tracer
les courbes. Donc en bleu, on retrouve la courbe qu'on va devoir identifier, et en rouge, le point de départ, qui correspond en fait à la fonction de transfert associée aux paramètres qui sont affichés. Donc le gain est unitaire, la constante de temps est unitaire, le retard est unitaire. Donc ici, effectivement, on a un retard. Donc ce retard, on peut l'évaluer comme ça à l'œil à 0,5. Donc je vais saisir 0,5, valider. Voilà. Le gain visiblement au 5. Donc hop, je vais saisir 5, je valide. La courbe se met à jour. Maintenant, il faut évaluer la constante de temps. Alors pour évaluer la constante de temps, ce qu'on va faire, on va utiliser la souris, le bouton droit, et alors attention, pour utiliser les caractéristiques, il faut décocher ce qui pourrait être coché dans le menu supérieur. Donc là, bouton droit, caractéristiques, et je vais pouvoir afficher le temps de réponse à 5% en cliquant sur Setting Time. Voilà, donc j'ai le temps de réponse à 5% de chacune des réponses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps de réponse à 5% de la courbe bleue, là. Et donc il est de 1,4 secondes. Alors en faisant attention que j'ai un retard de 0,5 secondes. Donc en fait, le temps de réponse à 5% de l'élément de premier ordre est bien de 0,9. Et donc, comme on sait que la constante de temps est égale à 1/3 du temps de réponse à 5%, eh bien je vais avoir ici une constante de temps égale à 0,3 secondes. Donc là, l'interface m'indique que j'ai réussi, que l'identification est correcte. Les courbes bleues et les courbes rouges et la courbe rouge ont fité, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, j'ai réussi mon exercice. Alors je vais revenir sur le menu contextuel qu'on va ouvrir avec le bouton droit de la souris. Donc vous avez possibilité ici d'afficher un certain nombre de choses. Alors peak response, va vous donner le temps correspondant à un dépassement, au premier dépassement, si vous avez le dépassement, donc ici il ne va rien afficher. Settling time, comme on l'a vu, trace la bande à plus ou moins 5% et vous donne le temps de réponse à 5%. Rise time, c'est le temps de montée, donc ici le temps de montée est pris entre 0 et 95% de la valeur asymptotique. Et enfin, le steady state, en fait, correspond à la valeur asymptotique. Maintenant, si je vais modifier le gain, hop, pour que vous voyez ce qui se passe, je vais mettre un gain unitaire par exemple. Donc là, j'ai deux courbes qui s'affichent et je veux en afficher qu'une seule. Donc là, il y a encore possibilité d'utiliser le menu contextuel et en allant dans Système, sélectionner la courbe que vous souhaitez afficher à l'écran. Donc par exemple, je veux supprimer la courbe bleue, je décoche donc, je veux supprimer la courbe rouge, je décoche la courbe rouge. Voilà, il n'y a qu'une seule courbe qui s'affiche. Voilà, donc en fait, ce petit menu contextuel va nous permettre d'aller chercher des caractéristiques qui vont nous permettre, dans le cadre de cet exercice, d'identifier la constante de temps. Voilà donc pour cette vidéo qui présente le module d'analyse dynamique. On a parcouru l'ensemble des onglets. Maintenant, c'est à chacun, en fonction de ses objectifs, de voir un petit peu ce qu'il peut faire avec l'application. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me rejoindre sur une vidéo qui va suivre et qui va prendre en compte maintenant le volet performance. Maintenant que nous avons vu un petit peu, on a balayé un petit peu le champ correspondant à la dynamique des systèmes, on va pouvoir s'intéresser à leur performance. Je vous rappelle que la performance des systèmes prend en compte trois critères, donc la rapidité, la précision et la stabilité. Donc je vous invite à me rejoindre sur une prochaine vidéo. À très vite.